vendus sont partiellement différenciés. Il faut couper ce mot-là, il faut le couper ici. La concurrence, on ne peut pas? Ok. Donc quand on est sur la plateforme, on va séparer. C'est bon? Donc je dis qu'il y a le oligopole différencié. À ce niveau, les produits sont vendus les produits vendus sont partiellement différenciés. Donc on peut citer à ce niveau les produits comme les véhicules, les voitures, d'accord, et les appareils photo. Quand nous prenons les voitures, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le domaine. Mais quand je vois soit la marque Toyota, je peux différencier la marque Toyota de la marque Peugeot. De par la conception, d'accord, ainsi de suite. Donc, ici, chaque concurrent recherche un avantage distinct. Chaque concurrent cherche un avantage distinct susceptible de justifier auprès de la clientèle un écart de prix. Donc, chaque concurrent va chercher son avantage concurrentiel. Soit ça peut être au niveau du prix, ou bien au niveau de la disponibilité du produit, ou bien au niveau de la performance et de la fiabilité du produit. C'est bon? Ok. Après, nous avons la concurrence monopolistique. C'est bon? Tu vois qu'il y a du bruit, non? Voilà. La concurrence monopolistique. Ici, il s'agit de plusieurs concurrents, d'accord? Plusieurs concurrents qui différencient alors leurs offres. Plusieurs concurrents qui différencient alors leurs offres. On parle de concurrence monopolistique. D'accord? Donc, ces concurrents peuvent différencier leurs offres, soit en totalité, soit en partie. Et ici, on peut citer le cas des restaurants ou des instituts de beauté. À ce niveau-là, chaque entreprise s'efforce d'attirer le segment de clientèle le plus adapté à ses caractéristiques. Donc, si l'entreprise met sur un marché un produit qui convient à une grande masse de la population, l'entreprise va s'efforcer à capter ce segment de marché, soit en utilisant le prix d'alignement, soit en utilisant le prix de pénétration. Si, selon les caractéristiques de l'entreprise, il se trouve que c'est une entreprise qui est leader sur le marché et qui met sur le marché des produits de très bonne qualité, qui cherche à toucher un segment de personnes ayant plus de moyens financiers, l'entreprise va vendre ses produits à un prix élevé parce que jugeant que ces clients-là sont sensibles à la qualité. C'est bon? C'est bon? Ok. Il y a deux ici là, on dirait qu'ils sont coupés. Edwige et puis Jean Delon sont coupés. Ok. Et bon, je ne les vois pas non plus à l'écran. Je vois une seule. Je suis. Ok. Donc, après la concurrence monopolistique, nous avons la concurrence pure et
parfaite. À ce niveau, dans ce cas, un grand nombre de fournisseurs commercialisent essentiellement le même produit. Donc, quand je parle d'un grand nombre de fournisseurs, évidemment, il s'agit des entreprises. Voilà. Qui commercialisent le même produit. Donc, ici, on peut penser au marché des fruits et légumes. On peut penser au marché de la viande, au marché du pain, ainsi de suite. C'est bon? Bien. Donc les prix sont proches et peu d'entreprises font de la publicité. À ce niveau-là, quand on parle de la concurrence pure et parfaite, les entreprises font peu de publicité, de peur de travailler pour la concurrence. C'est-à-dire qu'on fait plus de publicité, on a peur que la concurrence puisse pirater ce que nous faisons comme publicité, puisse utiliser notre technique pour mieux vendre, elle, ses produits. Donc, on ne fait pas assez de publicité. On fait peu de publicité à ce niveau-là. Et les bénéfices sont issus des économies d'échelle. Économies obtenues à la production et dans la distribution. On produit beaucoup et on distribue beaucoup pour pouvoir capter facilement notre bénéfice. Voici, de manière générale, les types de marchés ici, dans ce premier temps. Parce que devant, on va avoir d'autres types de marchés. Donc, quand je parle de types de marchés, quand je prends les marchés en fonction au degré de concurrence, nous avons le monopole, nous avons le oligopole, nous avons le oligopole différencié, nous avons la concurrence monopolistique et la concurrence pure et simple. Donc, si on vous dit d'identifier les marchés en fonction ou selon le degré de concurrence, voici ce qu'il faut dire. C'est bon? Joël? C'est bon? Jean Delon? Est-ce qu'il me reçoit? Bon, on va aller. Je vais lui envoyer un message pour voir s'il suit. C'est ça. Sabine, ça va? Tu me reçois? C'est bon? Est-ce qu'il m'a reçu? Et c'est parti. Ici, il y a un tableau. Vous voyez mon écran, hein? Sabine, tu vois mon écran? Tu as fait partage d'écran, non? Bien. Joël, tu vois mon écran? Ok, il y a un tableau qui se présente à vous là. Vous voyez le tableau? Comment? Vous voyez le curseur là, la main ou le point rouge qui défile là, vous voyez? Il y a un tableau qui est là. Quand je prends ici un seul fournisseur, je mets ici, où vous voyez de l'autre côté, c'est mis produit indifférencié. Donc c'est le même produit parce que c'est un seul fournisseur qui fournit le produit sur le marché. J'ai pour le cas de la SODECI et de la CIE. Donc on parle de monopole, marché monopole. Lorsque nous avons des produits différenciés avec un petit nombre de fournisseurs, on parle de marché oligopole. Lorsque
nous avons un produit différencié. C'est bon? Avec de nombreux fournisseurs. D'accord? On parle de concurrence pure et parfaite. C'est bon? Ensuite, quand nous avons plusieurs produits différenciés et un petit nombre de fournisseurs, on parle de oligopole différencié. Et lorsque nous avons plusieurs produits différenciés et de nombreux fournisseurs, on parle de concurrence monopolistique. Voilà un peu, de manière résumée, les éléments qu'on a expliqués en haut, qui sont résumés ici dans le tableau qui est ici. C'est bon? C'est bon? Ok. Ok. Et ce tableau est extrait du livre Philippe Kotler et Bernard Dubois, Marketing Management, Nouvel Horizon. C'est bon? Voilà. Donc, quand vous prenez le livre, c'est un document marketing. Philippe Kotler et Dubois. Ça se vend un peu partout dans les librairies. Vous demandez Kotler Dubois, que ce soit 14e édition ou 13e édition, vous avez retrouvé ça dedans. C'est bon? Bien. Après, le marché, selon le degré de la concurrence, nous avons ce qui suit. Le marché en amont et le marché en aval. C'est bon? Le petit deuxième, le marché en amont et le marché en aval. Donc, le marché en amont, c'est tout simplement le marché des fournisseurs de l'entreprise. C'est bon? Tout simplement le marché des fournisseurs. Le marché en amont se situe sur la filière de production avant le processus de production. Donc, la filière de production, c'est ceux qui fournissent les matières premières à l'entreprise. C'est bon? Ceux qui fournissent les matières premières à l'entreprise. Donc, nous avons, pour fabriquer un produit, nous avons les entreprises qui vont fournir les matières premières à l'entreprise pour fabriquer le produit. Nous avons le personnel de l'entreprise. Nous avons les services de l'entreprise. Ou alors tout autre service auquel l'entreprise va faire recours pour pouvoir mettre son produit sur le marché, etc. Donc c'est ce que constitue le marché en amont. Ça c'est au-dessus, avant même qu'on ait le produit. C'est bon? Maintenant, à côté du marché en amont, en aval, nous avons un autre type de marché. Ce qui veut dire que l'entreprise est au milieu du marché en amont et du marché en aval, c'est l'entreprise qui est au milieu. L'entreprise achète les matières premières, elle a besoin des fournisseurs, elle a besoin d'un personnel qualifié, elle a besoin des services pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Lorsqu'elle finit de fabriquer le produit, elle a aussi besoin d'un autre type de marché pour pouvoir écouler sa production. Donc c'est ce type de marché qu'on appelle le marché en aval. D'accord? Qui est composé des grossistes, des détaillants, des utilisateurs. Donc, le marché en aval est composé simplement des clients de l'entreprise. De manière résumée, le marché en aval est composé des clients de l'entreprise, c'est-à-dire les débouchés. D'accord? Que l'entreprise va chercher pour pouvoir vendre ses produits. C'est bon? Ok. Sabine, on se comprend? Okay. Joël? Bien. Quand je finis avec le marché amont et le marché aval, je passe maintenant à la définition des marchés en fonction des agents économiques. C'est bon? J'ai ici le marché de consommation. Donc, quand on parle de marché de consommation, c'est l'ensemble des individus et ménages qui achètent des biens et services
pour leur usage personnel. Donc, on parle de marché de consommation. Et c'est ce marché-là qui donne un sens à l'activité économique, de l'entreprise. Parce que quand l'entreprise fabrique, il faut qu'il y ait des consommateurs directs pour pouvoir consommer le produit. Donc, le marché de consommation est composé du marché de l'alimentation, du marché de l'habillement, l'alimentation, tout ce qui est aliment qu'on consomme, le marché de l'habillement, le marché de l'habitat, le marché de l'hygiène et de la santé. Et puis, il y a le marché des transports et de la télécommunication aussi qui fait partie du marché de consommation. Le marché de la culture et des loisirs, etc. Tout ceci mis ensemble constitue ce qu'on appelle le marché de la consommation. À côté de ça, nous avons le marché industriel ou le marché des entreprises ou encore le marché business to business. D'accord? Le marché business to business, c'est le marché des industriels. Une entreprise qui fabrique des produits industriels et qui recherche comme clients d'autres entreprises industrielles. Donc, ces produits ne sont pas vendus aux particuliers, mais à d'autres entreprises. En ce moment, on parle de marché industriel ou de marché des entreprises ou encore le marché business to business, en abrégé B2B. Voilà. Donc, ce marché est composé des individus ou organismes ou alors organisations qui achètent des biens et des services en vue de produire d'autres biens et services destinés à être loués ou achetés. Voilà le marché business to business. Une entreprise X achète des produits d'une autre entreprise Y et l'entreprise X utilise ces produits-là pour fabriquer d'autres produits ou alors d'autres services qu'elle va mettre sur le marché. Et ce sont ces produits que l'entreprise X met sur le marché qui sont consommés par les consommateurs finaux que nous sommes. Donc, on peut louer ces marchés-là, ces produits plutôt, ou bien on peut les acheter directement. Donc, on peut louer une machine, ou bien on peut acheter une machine. On peut louer une voiture, ou bien acheter directement une voiture. On peut louer une maison, ou bien acheter une maison. C'est bon? Voilà. Il y a plusieurs d'autres éléments qu'on peut citer. Donc, l'ensemble de ces entreprises d'un pays vont constituer donc un marché très important pour une gamme de produits et de services spécifiques. Donc, selon le service spécifique qu'on fait, on peut trouver des entreprises qui peuvent nous fabriquer des produits qui vont nous permettre, nous aussi, atteindre nos objectifs. À côté du marché business to business, il y a le marché financier. C'est bon? Quand je prends le marché financier, ici, c'est un lieu de rencontre où se négocient les titres à court, moyen et long terme. D'accord? Oui, Sabine? Oui? Tu as levé la main? Sabine? Elle a du mal à recevoir. Donc, au niveau du marché financier, nous avons le marché. Allô? Oui, Sabine? Ok, on va continuer.
Voilà. Donc, je disais que au niveau du marché financier, il s'agit, quand il s'agit de moyen terme, on parle de marché financier. Quand il s'agit de moyen et le long terme, on parle de marché financier. Maintenant, le marché financier est relatif à l'ensemble des produits offerts par les institutions financières. Des produits offerts par les institutions financières. Quand on parle d'institutions financières, nous faisons allusion aux différentes banques. Voilà, aux différentes banques, les banques commerciales comme les banques non commerciales. Voilà. Sabine, c'est bon? Tu me reçois bien? Ok. Joël, tu me reçois bien? Bien. Donc les deux sont devant moi. Je pense que ça va. À côté du marché financier, nous pouvons parler aussi du marché de l'État, qui se compose de tous les organismes publics, nationaux, régionaux ou locaux. Donc, une entreprise peut avoir pour marché le marché de l'État. C'est-à-dire que cette entreprise doit fournir des biens et services à toute entreprise de l'État, c'est-à-dire nos mairies, nos conseils régionaux, d'accord, nos institutions publiques, d'accord, donc, qui achètent des produits à ces entreprises-là. D'accord, une entreprise qui est dans l'immobilier ou bien une entreprise qui est dans la fabrication de voitures peut avoir pour marché le marché de l'État. C'est-à-dire que cette entreprise-là, si les institutions de l'État veulent avoir un local pour quelque chose, c'est auprès de ces entreprises immobilières-là, d'accord, qu'ils vont passer leurs commandes. Si un concessionnaire de véhicules a pour marché le marché de l'État, ce concessionnaire-là va fournir des véhicules à tout ce qui est entreprise de l'État. On parle donc du marché de l'État. Donc, l'État achète tout. L'État aussi achète. Donc, ici, on parle donc du marché de l'État. Donc, au niveau de l'État, on parle de budget de fonctionnement et de budget d'investissement. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons dans le BTP, par exemple, je prends cet exemple-là, qui est un peu plus visible, dans le BTP, nos routes et nos infrastructures, d'accord, immobilières, sont construites par des entreprises qui exercent dans le BTP. Donc, le client ou le marché de ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle le marché de l'État. Parce que ces entreprises travaillent, d'accord, pour l'État, pas de manière gratuite, mais le marché sur lequel ces entreprises exercent, c'est le marché de l'État. D'accord? La voirie, d'accord, la maison des députés, par exemple, le palais présidentiel. Une fois qu'une entreprise a ce marché, elle parle donc du marché de l'État. Donc, au niveau de l'État, il y a le budget de fonctionnement qui fait fonctionner l'État et il y a le budget d'investissement que l'État utilise pour investir, construire des routes et autres, tout ce qui est infrastructure. Donc, à côté de ce marché, nous avons le marché export. Le marché export qui est composé par l'ensemble des clients d'une entreprise qui se trouve à l'étranger. Donc, si moi, j'ai une entreprise ici qui fabrique des biens et des services, d'accord? Si moi, je fabrique des produits sur le territoire ivoirien,
et que j'exporte ces produits-là dans un autre pays, alors le marché que j'ai là-bas, c'est ce que j'appelle le marché export. Les clients qui se trouvent de l'autre côté constituent ce qu'on appelle le marché export, parce que les produits sont vendus à l'étranger. Donc, du moment où les fournisseurs et les clients se trouvent dans des pays différents, on parle de marché export. Par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, je fais de l'import-export. Je peux exporter du riz, d'accord, de la Thaïlande. En ce moment, moi, mon marché, celui qui est en Thaïlande, son marché est un marché export parce que je me trouve en Côte d'Ivoire. Je ne fais qu'exporter. Maintenant, quand moi je prends la quantité de riz que j'ai exporté et que je vends sur le territoire national, donc je parle d'un autre type de marché qui est le marché national en riz ou bien le marché de riz en Côte d'Ivoire. Voilà comment ça se passe. C'est bon? Bien. Donc, pour pouvoir avoir un marché export, pour mieux gérer cela, il faut harmoniser des procédures commerciales. Donc, comme procédure commerciale, il faut connaître soit les incoterms qui permettent de vendre les produits à l'étranger, les incoterms qui permettent de faire le transport soit aérien, maritime ou terrestre, pour que ces marchandises quittent du pays de l'exportateur au pays de l'acheteur. Voilà pourquoi on parle de l'harmonisation des procédures commerciales. Il y a une procédure qu'il faut suivre pour que les marchandises puissent se déplacer. On puisse déplacer les marchandises d'un point A à un point B. Donc, par exemple, les incoterms, au niveau de l'assurance transport, comment il faut assurer les marchandises, comment il faut dédouaner les marchandises. Donc, toutes ces procédures-là doivent être harmonisées pour mieux faire, pour mieux traiter le marché export. Voilà un peu ce qui est pour les marchés en fonction des agents économiques. Ensuite, quatrième élément, toujours concernant les marchés, nous avons les marchés selon l'époque de vie de la clientèle. À ce niveau, nous avons les marchés neufs qui comportent une clientèle en pleine expansion où la pénétration est rapide et facile. Donc c'est un marché neuf en pleine expansion, c'est un marché qui évolue progressivement. Et à ce niveau-là, pour entrer dans ce marché, on n'a pas de difficulté parce que c'est un marché qui évolue. La population est très jeune, donc on peut entrer dans ce marché-là facilement. D'accord? Donc quand je prends le marché de la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est un marché neuf. Parce que les jeunes ne sont pas des vieux. Les jeunes sont plus dynamiques. On peut plus toucher les jeunes par rapport aux vieux. Donc le marché vient de naître. On parle donc de marché neuf. Quand je prends les marchés anciens, à ce niveau, la clientèle connaît une époque de saturation et de déclin. Donc, c'est un marché, le marché ancien, c'est un marché qui a existé il y a très longtemps. Et quand on met les produits sur le marché, les volumes de ces produits qu'on vendait avant, ces volumes-là baissent. Si on vend 10 000 unités par le passé, avec le temps, comme la population est vieillissante, le marché est vieillissant, donc il y en a qui délaissent ces produits-là. Ça peut être pour des raisons de santé et ainsi de suite. Donc, on parle de marché vieillissant. Les produits ne sont pas plus achetés comme cela se faisait dans le passé. Ensuite, il y a les marchés concurrentiels. Donc, ce marché correspond à une clientèle qui est stabilisée et à des produits dans la troisième époque de leur histoire.
où la concurrence est sévère. Donc, ici, nous avons plusieurs concurrents sur le marché. Et chacun lutte pour pouvoir conserver ses clients non seulement, et lutte également pour pouvoir arracher des clients des autres entreprises concurrentes qui sont sur le marché. D'accord? Donc, c'est aussi un marché qui existe il y a longtemps. Et chaque entreprise s'efforce à conserver ses clients et elle s'efforce aussi à prendre les clients des autres marchés parce que le marché est saturé. C'est bon? Sabine? Joël? Ça va ici? C'est bon? Ok. On va continuer. Toujours, concernant toujours les marchés, nous avons les marchés par rapport à la démarche de conceptualisation. Quand on veut concevoir un produit, les types de marchés qu'on peut définir à ce niveau. Ici, nous avons le marché générique, le marché principal, le marché substitut, et puis le marché complémentaire. Donc, s'agissant du marché générique, ici, c'est le marché. S'agissant du marché générique, cela conduit à définir le marché générique, un marché générique, est un marché sur lequel sont exposés des produits différents satisfaisant le même besoin. Donc, les produits différents satisfaisant le même besoin. D'accord? Donc, les produits sont différents, mais permettent de satisfaire le même besoin. C'est bon? Ensuite, c'est bon? À côté du marché générique, nous avons le marché principal, qui est un marché sur lequel on trouve des produits semblables et directement concurrencés. Vous voyez, non? Regardez le marché générique et puis le marché principal. Le marché générique, c'est un marché sur lequel sont exposés ou sont vendus des produits différents, mais qui satisfont les mêmes besoins. Donc, si je prends par exemple, comment on appelle ça? Les soft drinks, c'est-à-dire les sucreries, d'accord? Pour étancher ma soif, je peux utiliser de la sucrerie, comme je peux utiliser de l'eau. Le marché générique ici, c'est le marché des altérants. Tout produit qui peut m'amener à me désaltérer. C'est bon? Or, regardez le marché principal. Ici, il s'agit des marchés où on trouve des produits semblables. Les produits sont semblables et directement concurrencés. Donc, le marché peut être segmenté par la profession et généralement par rapport au goût de la clientèle. Et quand je prends, par exemple, le marché des soft drinks, cela est composé de Coca-Cola, par exemple. On peut utiliser Sprite selon le goût du consommateur. Donc, il y a Coca-Cola, il y a Sprite, il y a Fanta, il y a Pepsi, il y a 7-Up, Mirinda, Orangina, Yuki Pamplemousse. Tous ces produits-là sont semblables. C'est tous des sucreries, n'est-ce pas? Mais ces produits sont concurrencés. C'est bon? Selon la profession. On se comprend? Sabine, c'est bon? Sabine me reçoit, hein? C'est bon?
Joël, c'est bon? Ok. Ensuite, je passe à l'autre étape. Le marché substitut. Tout simplement, le marché substitut, c'est le marché qu'on peut utiliser en remplacement du marché principal. D'accord? Le marché substitut est aussi appelé marché environnant. C'est bon? Donc, quand je prends par exemple le marché principal des soft drinks, d'accord? À défaut d'une sucrerie industrielle, je peux appeler ça ainsi, c'est-à-dire Coca-Cola, Fanta, Sprite, 7-Up, Orangina. Je peux utiliser les jus de fruits naturels, n'est-ce pas? Qui peuvent remplacer Orangina. Par exemple, jus d'orange naturel peut remplacer Orangina. Le jus d'orange naturel peut remplacer Fanta. C'est ce que j'appelle le marché substitut. D'accord? Voilà. Donc, on dit ici que ces marchés sont offerts. Certains marchés, on dit quoi? Sur un marché substitut sont offerts des produits de nature différente de celui qui a permis de définir le marché principal. C'est différent. Les produits sont différents des produits du marché principal. D'accord? Mais ces produits procurent des satisfactions équivalentes dans les mêmes circonstances de consommation. Si j'ai soif et que je veux prendre un pot de Sprite, par exemple, à défaut de Sprite, je peux prendre un pot de jus d'ananas ou un pot de jus d'orange pour toujours apaiser ma soif. Donc, à défaut du marché principal, ces éléments-là peuvent venir combler le besoin. Tout le monde comprend ça? C'est bon ici. Tu comprends? Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Tu n'entends pas? Tu ne comprends? Tu ne comprends pas l'explication? Donc, je reprends l'explication du marché substitut. Dans le marché principal, nous avons pris des sucreries comme marché principal. Toute marque de sucreries fabriquées par les entreprises industrielles. D'accord? Telles que Coca-Cola, Fanta, Orangina. C'est bon? Donc, ces éléments-là constituent le marché principal des soft drinks. Quand je prends ça comme marché principal des soft drinks. Mais tout à l'heure, après le cours, si moi je sors, j'arrive au niveau du goudron là-bas, à défaut d'avoir Fanta pour apaiser ma soif, on peut me proposer du jus d'orange, bien glacé. Je peux consommer cela. Donc le jus d'orange vient du coup remplacer la sucrerie traditionnelle qu'on connaît, qui est Fanta. D'accord. Il y a beaucoup d'écho. Hein. C'est bon? Les jus d'orange remplacent le Fanta que je devais utiliser. Parce que Fanta n'est pas à ma portée. Donc, du moment où je prends le jus d'orange pour remplacer Fanta, pour répondre à mon besoin, qui est d'étancher ma soif, alors le jus d'orange devient un marché substitut du marché principal qui est Fanta. On se comprend? C'est bon? Oui? Des produits différents, pas de même nature, mais qui arrivent à répondre aux besoins des produits principaux ou bien du marché principal. D'accord? Donc, le Fanta que je consomme n'est pas forcément de même nature que le jus d'orange. Mais que je prenne une bouteille de Fanta glacée ou non glacée, que je prenne une bouteille de jus d'orange glacé ou non glacé, l'objectif, le besoin que je vais satisfaire, c'est apaiser ma soif. D'accord? Voilà comment ça se passe. C'est bon? C'est cela qu'on appelle les marchés substituts. C'est bon? Ok. Donc, je vais citer quelques exemples ici de marchés substituts au marché principal que
j'ai pris comme le marché des soft drinks. D'accord? Tout ce qui est jus, limonade, sirop, fruits, jus de fruits, tout ça là, ça passe. C'est bon? Donc, c'est bon? Maintenant, dans l'exemple que j'ai pris ici, si je vais définir le marché générique, comment je vais définir ça? Quand je prends comme marché principal les jus, les marchés de soft drink comme marché principal, marché substitut, tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est sirop, tout ce qui est sirop, la limonade, ainsi de suite. Hein? Donc, à partir de ces deux types de marchés, principal et substitut, le marché générique, on va appeler ça comment? Le marché de, qui peut répondre? Le marché générique. Alors, au vu du marché principal et du marché substitut, comment on va définir le marché générique? Regardez un peu, hein? Remontez un peu, vous allez voir le marché générique. Hein? Sabine, tu peux répondre à la question? Voilà, Joël. Les deux autres qui sont connectés là, elles sont sur la même table que moi. Donc, on se voit, on se parle directement. Mais vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez répondre, n'est-ce pas? Donc, à partir, je vous donne l'exemple, ici, selon le marché principal et le marché substitut qu'on vient de définir là. Quand je prends l'exemple des marchés de soft drink et l'exemple des jus de fruits, d'accord? Le marché générique, on peut parler tout simplement du marché de la boisson. D'accord? Le générique, c'est la boisson. D'accord? Donc ici, quand moi je vais investir dans ce marché-là, dans le marché de la boisson, donc si moi je prends comme marché principal, c'est-à-dire que ce que je vais faire, hein, le marché des soft drinks, d'accord? Donc je segmente le marché ivoirien, j'ai choisi de fabriquer de la boisson, d'accord? De la boisson, donc moi, dans ma fabrication, j'opte pour les soft drinks, c'est-à-dire les sucreries, d'accord? Donc, les sucreries ici constituent mon marché principal. Maintenant, à côté de ces sucreries que moi je fabrique là, quel autre produit on peut prendre pour remplacer mes produits qui sont des sucreries, à défaut des sucreries que j'ai cités ici, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Si on ne trouve pas ces produits-là sur le marché de la boisson, qui est le marché générique, marché de la boisson, si on ne trouve pas Fanta, Coca-Cola, Sprite, Mirinda, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on peut prendre pour remplacer ces produits-là? Ce sont les jus de fruits. Donc, les jus de fruits deviennent les marchés substituts. On se comprend, non? Voilà comment ça se passe. C'est bon? Si je prends, bon, on va finir, bon, je continue. Si je prends par exemple le marché du transport, c'est un marché générique. Or, quand on parle de transport, il y a les transports aériens, il y a les transports routiers, le transport lagunaire. Maintenant, si je prends le transport comme marché générique, d'accord? Si je prends comme marché principal le transport terrestre, par exemple, d'accord? Donc, quand je prends le transport terrestre, c'est tout ce qui est si je suis maintenant dans le transport en utilisant, par exemple, des cars ou bien des minibus, d'accord? À défaut des minibus, qu'est-ce qu'on peut prendre pour se déplacer? On peut prendre les motocyclistes. On se comprend? Donc, les motocyclistes ou quoi là, deviennent les marchés substituts du marché principal qui est le marché de l'automobile. Or, le marché générique, c'est le transport. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Sabine, tu comprends l'exemple? Tu comprends l'exemple que je viens de prendre? Est-ce qu'elle me suit? Micro, ton micro. Tu comprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure?
Tu me reçois, n'est-ce pas? Tu me reçois. Ben, moi, je t'entends pas quand tu parles. Donc, faut voir ton écouteur, bien ton micro. Comment, voilà, faut l'activer peut-être. Oui, Joël. Je reviens à toi, Sabine, tout à l'heure. Joël, tu comprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure? Quand je sors des fruits et des sucreries là, je prends le marché principal qui est le marché générique qui est le transport. Tu as compris ça, non? Si moi je suis une entreprise qui veut investir dans le transport, qui est le marché générique, par exemple, je vais mettre sur le marché abidjanais des cars de transport ou des mini-cars. Donc, ces cars-là constituent ce que j'appelle le marché principal de mon activité. Maintenant, le marché substitut, c'est tout engin qu'on peut prendre pour se déplacer. Ça constitue le marché substitut. Donc, à défaut des cars, on peut prendre soit les taxis ou alors même si je prends les cars, ça fait partie de l'automobile comme marché principal. Donc, à défaut de l'automobile, on peut prendre les motos cyclistes, c'est ça, non? Voilà. Donc, du moment où je prends un engin à 2 ou à 3 roues, ça devient un marché substitut. À défaut de l'automobile, c'est-à-dire des voitures personnelles ou bien des taxis et des cars. On se comprend? L'autre est déconnecté sur la voiture. Je ne sais pas si elle est ici. Oui, oui, Sabine, oui, c'est toi? Oui, je te reçois, Sabine. Oui, oui. Donc, tu comprends l'exemple que je viens de prendre? Il y a un retour. Tu comprends mieux? Voilà. Donc, si demain, toi, Sabine, tu décides de mettre sur le marché d'Abidjan une entreprise de taxi, d'accord? Ton marché générique là, c'est le transport. C'est bon? Voilà. Ton marché principal, c'est l'automobile, le taxi que tu veux mettre sur le marché. C'est bon? Et ton marché substitut là, c'est le marché des motos cyclistes. C'est bon? Parce qu'à défaut de prendre ton taxi ou bien un taxi, c'est bon? On peut prendre une moto pour se déplacer. C'est bon? On peut même prendre un vélo pour se déplacer. C'est bon? Voilà. Voilà. Donc, à côté de ça, après le marché principal, le marché substitut, nous allons voir l'autre type de marché qui suit, qu'on appelle le marché complémentaire. C'est bon? Voilà. Le marché complémentaire, on l'appelle aussi le marché support. C'est bon? Donc, on peut continuer? Quand je parle, je m'entends moi-même. Vous me recevez, non? L'autre aussi reçoit là-bas. Donc, au niveau du marché complémentaire, il faut comprendre par là tout marché qui sert de support au marché principal. D'accord? Ou alors des produits qui accompagnent la consommation du marché, qui accompagnent la consommation du produit constituant le marché principal. Donc, quand je prends tout à l'heure, avant de revenir à notre exemple qui est dans le cours ici, quand je prends l'exemple de l'automobile comme marché support, on peut citer le carburant. Vous comprenez? On peut citer le carburant. On peut citer les pneus comme marché support. Parce qu'on a besoin de pneus pour que le véhicule se déplace. On a besoin du carburant pour que le véhicule puisse se déplacer ou bien puisse être démarré. On se comprend? Voilà, donc le marché support, c'est le marché, d'accord, qu'on peut utiliser pour permettre au marché principal de fonctionner de manière simple. Voilà. Je ne vois plus Sabine, hein? Je ne sais pas si elle est toujours connectée.
Non, non. Voilà, donc, ok. Si tu me reçois, c'est déjà bon. Ok? Tu me reçois? Oui, je te reçois bien. 5 sur 5. Ok. Ok, c'est bon. Je te reçois bien. Donc, quand je reviens ici, dans notre exemple du cours, il est dit que le marché complémentaire, d'accord, c'est le marché qui est relatif aux produits qui accompagnent la consommation des produits du marché principal. Donc, quand je prends le cas d'exemple ici, on peut citer le marché des verres. Pour boire sa sucrerie, on a besoin d'un verre pour servir et puis boire. Voilà. On peut aussi accompagner notre boisson de glaçons. Si c'est pas glacé, on peut ajouter de la glace. C'est bon? On peut même accompagner notre sucrerie de chips, de biscuits, etc. Vous comprenez? Ça, ce sont des marchés complémentaires. Ça vient compléter l'autre marché. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, Sabine réapparaît, c'est bon? Donc, on poursuit. Nous avons encore quelques minutes, donc on peut avancer. Bien. Après ça, nous avons un schéma qui s'affiche. Tout le monde voit l'écran, hein? Tout le monde voit l'écran? C'est mis leçon 2, l'évaluation du marché. C'est bon? Joël, tu vois l'écran? Il y a une graphique qui est là. Vous voyez le graphique? Regardez bien. Ce graphique-là, ça apparaît là-bas? Sabine, tu vois? Oui. Et Miss, tu vois? Tu vois là-bas. Voilà. La leçon 2 parle de l'évaluation du marché. En grand 1, il y a la structure du marché. Donc, c'est mis 2 points, schéma d'analyse de marché. Comment il faut analyser le marché lorsque on vend nos produits. C'est bon? On va partir de la gauche vers la droite. Vous voyez, au-dessus du graphique, il y a un trait noir. D'accord? Au-dessus du trait, c'est mis population totale. Et quand on prend le graphique même, la première case de la gauche vers la droite, d'accord? C'est mis marché actuel de l'entreprise. Après vient le marché actuel de la concurrence. Après vient le marché, non consommateur relatif, en abrégé NCR. Et enfin, non consommateur absolu, en abrégé NCA. Bien. Ici, quand je mets marché actuel de l'entreprise, il s'agit des clients de l'entreprise qui achètent réellement les produits de l'entreprise. C'est bon? Je vois qu'il y a certains qui notent. On va patienter un peu. Mais tout cela, c'est défini en bas, sur les pages qui vont suivre après. Donc, ensuite, nous avons le marché actuel de la concurrence. Ici, il s'agit des clients des entreprises concurrentes qui sont sur le marché, même marché que nous. C'est bon? Si par exemple, je prends, par exemple, j'exerce dans la téléphonie mobile. D'accord? Le marché actuel de l'entreprise. Si moi je suis par exemple l'entreprise Orange, je prends un cas simple pour en plus mieux comprendre. Si je prends un cas simple, je suis l'entreprise Orange.
Il y a l'entreprise MTN et l'entreprise Move qui exerce dans la téléphonie mobile, le marché de la téléphonie. Sabine, tu veux poser une question? Donc, je réponds le graphique. C'est bon? Voilà. Oui, ça, il y a beaucoup d'écho. Quand je parle, même ça revient, il y a un retour de ma voix que j'entends. Ça gêne un peu. Je sais pas si mon micro est activé, je ne sais pas. On va essayer de régler un peu, puis voilà, je reviens à l'explication. Allô? Sabine, tu me reçois? Ok. Donc, je disais que quand je prends la structure du marché, je vais faire l'analyse du marché. Vous voyez le trait noir qui est là au-dessus du graphique là. Hein? J'appelle ça population totale. C'est-à-dire ça part du marché actuel de l'entreprise jusqu'au non-consommateur absolu. C'est bon? Donc, quand je prends par exemple l'exemple que je viens de prendre, l'exemple de la téléphonie mobile. Sur le marché ivoirien, il y a 3 entreprises qui existent dans la téléphonie mobile qu'on connaît, à savoir Orange, MTN, Move. C'est bon? Quand je dis marché actuel de l'entreprise, si moi je suis l'entreprise Orange, le marché actuel de l'entreprise, c'est les clients qui utilisent les puces réellement, les puces Move et qui utilisent réellement les puces Orange. D'accord? Voilà, parce que moi je suis l'entreprise Orange. Les clients qui ont des puces Orange, d'accord, font partie du marché actuel de Orange, Côte d'Ivoire. C'est bon? Quand je parle du marché actuel de la concurrence, ce sont les clients qui utilisent les puces Move et MTN. Ce sont mes concurrents sur le marché. Et puis, quand je prends les non-consommateurs relatifs, par exemple, ce sont les clients qui n'ont pas encore de puces Move, ni Orange, ni MTN, mais qui pourront l'avoir plus tard, d'un moment à l'autre, si la possibilité leur sont offertes. C'est bon? Et les non-consommateurs absolus, c'est ceux qui ne vont jamais utiliser ni puce Move, ni Orange, ni MTN. Ils ne vont jamais utiliser la communication mobile. On se comprend? Bien. Voilà. Donc, l'ensemble de tous ces clients-là constitue ce qu'on appelle le marché total ou bien la population totale. C'est bon? Sabine, tu es en train de te désaltérer, est-ce que tu suis? J'ai dit que l'ensemble de ces clients-là, de ces différents clients-là, forment ce qu'on appelle la population totale. C'est bon? Bien. Ok. Donc, quand on descend légèrement, nous voyons l'écriture en vert là. C'est bon? Joël, c'est bon, tu suis? Joël? Tu me suis? Ok. Donc, regardez, en vert, c'est marqué marché potentiel de l'entreprise. Vous voyez, non? Donc, dans le marché potentiel de l'entreprise, cela est composé des clients qui utilisent les puces de l'entreprise, des clients de la concurrence et des clients qui n'ont pas encore utilisé des puces. Vous voyez, non? Donc, tout ça, la mise ensemble, ça fait partie du marché potentiel. C'est-à-dire que les clients que l'entreprise pourrait avoir. D'accord? Dans le marché potentiel, d'accord, il y a les clients que l'entreprise veut avoir à elle seule, qui vont constituer le marché principal, le marché actuel de l'entreprise. Il y a une partie des clients de la concurrence que l'entreprise en question
cherche à capter. Et puis, il y a une partie des non-consommateurs relatifs que l'entreprise veut avoir. Tout ceci mis ensemble constitue le marché potentiel de l'entreprise et en même temps le marché potentiel de la profession. Dans la profession, dans la téléphonie, d'accord, les clients de l'entreprise plus les clients de la concurrence, plus ceux qui n'ont pas encore la possibilité d'utiliser le produit, forment le marché potentiel de la profession. C'est-à-dire de manière théorique, on dit, bon, si j'ai tel nombre de clients, je prends tel nombre de clients de la concurrence et je prends tel nombre de clients de ceux qui n'ont pas encore acheté qui n'achètent pas encore le produit. C'est ce que j'appelle le marché théorique ou le marché potentiel de l'entreprise. C'est en même temps le marché potentiel ou le marché théorique de la profession. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Je dis que le marché potentiel de la profession est composé des clients de l'entreprise que l'entreprise voudrait avoir, d'accord, des clients de la concurrence, et puis des clients ou bien des personnes qui n'ont pas encore acheté le produit, mais qui pourront l'acheter d'un moment à l'autre. On se comprend? Sabine? Je prends un autre cas. Si tu ne comprends pas, je change d'exemple pour que tu puisses mieux comprendre. C'est bon? Un autre exemple. Toi, Sabine, chez toi au quartier, tu commercialises du yaourt. D'accord? À côté de toi, il y a d'autres personnes aussi qui commercialisent le même yaourt, le même produit qu'un yaourt. On se comprend? Toi, pendant que tu as commencé à faire tes yaourts là, il y a des clients que tu comptes avoir. Ces clients-là, qui viennent déjà acheter ton yaourt là, font partie de tes clients actuels. C'est ce que j'appelle le marché actuel de l'entreprise. C'est ceux-là qui achètent réellement ton produit. Et à côté, les autres personnes qui commercialisent du yaourt, ont aussi leurs clients. C'est bon? Ceux-là sont les clients de la concurrence, qui forment le marché actuel de la concurrence. Et il y a ceux qui comptent acheter le yaourt, mais peut-être n'ont pas encore les moyens, ou bien sont très éloignés de toi, ou bien là où ils vivent, tes produits ne sont pas encore vendus là-bas, ou bien les yaourts, on ne vend pas encore des yaourts à côté de là où ils vivent. On se comprend? Ceux-là que j'appelle les non-consommateurs relatifs. Quel lot? NCA, c'est ceux qui ne vont jamais consommer le yaourt, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons religieuses, et ainsi de suite. NCA, ils ne vont jamais consommer du yaourt. Que ce soit toi, tes yaourts ou bien yaourts des autres, ils ne vont jamais consommer. C'est ceux-là que j'appelle les non-consommateurs absolus. NCA. D'accord? Mais NCR, c'est ceux qui peuvent consommer, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore les moyens pour acheter le yaourt, ou bien qui sont très éloignés des points de vente de ces yaourts-là, ou bien qui n'ont jamais entendu parler des yaourts, des qualités de tes yaourts, ou bien des yaourts des autres. On se comprend? C'est ceux-là qu'on appelle NCR. Ceux-là, ils pourront acheter le yaourt dès que la possibilité s'offre à eux. C'est bon? Bien. Maintenant, la partie verte là, où c'est écrit en vert là, c'est mis marché potentiel de l'entreprise. Toi, Sabine, tu es d'une entreprise, tu fabriques du yaourt. D'accord? Pendant que tu fabriques du yaourt, il y a des clients de la concurrence qui, à un moment, viendront acheter tes produits, mais ils ne sont pas encore venus. C'est bon? Ceux aussi qui n'ont jamais acheté du yaourt là, il y a une partie qui pourrait venir acheter toi tes yaourts, mais qui ne sont pas encore venus. Du moment où ils n'ont pas encore commencé à acheter, ils font partie des clients potentiels. Donc, pour avoir un large marché, de manière potentielle, dans le futur, tu te dis que si je prends moi mes clients qui achètent, et une partie de ceux qui achètent pour les autres, et une partie de ceux qui viendront, qui n'ont pas encore commencé à acheter, ça fait potentiel, parce que tout ce monde-là, tu ne les as pas encore. Ce que tu as réellement, c'est ceux qui achètent réellement ton produit que tu connais. C'est bon? C'est ce qu'on appelle marché potentiel, parce que tu n'as pas tout ce monde-là encore. C'est bon? En même temps que tu penses comme ça, tes camarades, tes concurrentes qui sont dans le quartier aussi,
ont la même réflexion, que si elles conservent leurs clients qu'elles ont et qu'elles prennent une partie de tes clients, d'accord? Et une autre partie des clients qui pourront acheter un jour, qui n'ont pas encore les moyens d'acheter, mais qui pourront acheter un jour, eux aussi, ils réfléchissent comme ça et ils se disent que c'est leur marché potentiel. C'est bon? En ce moment, pas de marché potentiel. Regardez, là où j'ai mis le point rouge, la main. On parle maintenant de marché potentiel de la profession. Du moment où toute la profession, tous ceux qui fabriquent le même produit, pensent avoir une partie des clients de la concurrence et une partie des clients des non-consommateurs relatifs pour ajouter aux clients qu'ils ont. D'accord? On parle de marché potentiel. Mais comme c'est presque toute l'entreprise qui réfléchit comme ça, on parle de la profession. Sabine, c'est bon? Tu regardes toi derrière. Regarde ici. Sois concentré pour mieux comprendre. Pour ne pas poser encore la question, même question 2 fois. Hein? C'est bon? Sabine? Je comprends l'exemple. Oui. Ok. J'ai pris le cas de Yahoo, tu as compris. Je sais que tu fais du Yahoo à la maison. Hein? Oui, Miss. Oui. Plus les clients de la concurrence, plus les clients qui, un jour, s'ils ont l'argent, le produit est disponible à leur niveau pour pouvoir acheter. Voilà. Donc, quand tu prends, c'est-à-dire que tu élargis le marché. Ceux que tu as déjà font partie du marché réel. Maintenant, comme pour la concurrence, tu ne les as pas encore. Et puis les autres ne sont pas encore venus. Quand tu les ajoutes à ce que tu as, tu dis, bon, s'il y a eu un tel nombre de clients, voilà, donc ça devient potentiel. On se comprend? Voilà. C'est bon? Bien. Ensuite, Sabine, on poursuit. Joël, c'est bon? L'explication, tu comprends? Ok. Donc, je vais prendre ici, bon, tu c'est, lui n'est pas dedans, ok. Je prends ici Emma Odo. Donc, allô? Emma, tu me reçois? Je vais lui envoyer un message pour voir. Donc, j'attends qu'il me réponde. Viens voir. Tu comprends l'explication. J'ai envoyé à ceci là. Je ne sais pas si ça passe comme ça, c'est parti, non? Ok. J'attends qu'ils me répondent, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà. Oui, j'ai envoyé à 2 personnes. J'ai envoyé à Emma, j'ai envoyé à lui là. Florentine Kouakou, c'est qui? Voilà. Ah, c'est vrai qu'il s'est levé là. Donc j'ai envoyé à Joël. Joël, elle est concentrée, elle est ici, elle dit ça va. Louise Kwame, c'est toi? Et puis il y a Emma et puis Ahmed là. Les 2 là que j'ai envoyé à Ahmed. Vous êtes déconnecté. Non, c'est à niveau. Ok. Donc, on poursuit.
Sabine est là. Joël est là. Donc, quand nous prenons ensuite le marché réel, nous prenons ensuite le marché réel. Au niveau du marché réel, ou marché actuel de la profession, regardez comment c'est fait. Le marché réel ou marché actuel de la profession. Vous voyez que c'est composé du marché actuel de l'entreprise et du marché actuel de la concurrence. Donc ici, il s'agit des clients réels. Il s'agit des clients réels ou actuels de toutes les entreprises qui exercent dans le secteur. Donc, Sabine, quand je prends l'exemple de Yahoo que j'ai pris tout à l'heure, le marché réel ou actuel de la profession, c'est l'ensemble de tes clients et l'ensemble des clients de tous tes camarades qui vendent du Yahoo, d'accord, comme toi dans le quartier là-bas. C'est bon? On se comprend? C'est bon, Sabine? Est-ce qu'elle me reçoit? Joël, c'est bon? Il y a la com. Miss, tu me reçois quand je parle. Joël. Voilà, dès que la connexion n'est pas établie. Sabine ne reçoit pas. Hein. Voilà, c'est qu'elle ne reçoit pas. Sabine, viens voir ici. Yves, viens voir ici. Voilà, je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien c'est là-bas, je sais pas. Ouais. C'est ça? Ah. Donc la prise. Donc, le niveau de la prise a été touché. Allô? Miss. Emma Odo, ouais. Ok. Ok. Bien. Donc, on continue. Ça c'est moi. Ça c'est moi.
Ici, ça c'est moi. Hein, tu as écrit? Bon, attendez. Ok. Donc, quand je prends le marché réel ou marché actuel de la profession, hein, ici, c'est l'ensemble des clients de l'entreprise et des clients de la concurrence qui forment le marché actuel de la profession. Donc, quand je reviens à mon exemple de la téléphonie mobile, Joël, c'est bon, hein? Et Sabine, c'est bon? Sabine me reçoit. Tu me reçois? Sabine, tu me reçois? Bon, on va continuer quand même. Donc, ici, quand je prends mon exemple de la téléphonie, quand je prends l'exemple de la téléphonie, je prends l'ensemble des clients de Orange, ceux qui ont les puces Orange, et ceux qui ont les puces Mauve, plus ceux qui ont les puces MTN. Ça forme le marché réel de la profession. Sabine, on dirait qu'elle ne suit pas Sabine, celle-là. Quel est son truc? Je ne sais pas quel est son truc. C'est ça, Emma, on a Sabine. Voilà. Donc, oui? Le marché potentiel de la profession. Le marché potentiel de la profession. Bien. Je reviens. Dans le marché potentiel de la profession, il y a les clients que nous voudrions avoir, nous l'entreprise, les clients que l'entreprise, les concurrents vont avoir, plus une partie de ceux qui n'achètent pas encore le produit, mais qui pourront l'acheter d'un moment à l'autre. C'est ce qui constitue le marché potentiel de la profession, appelé encore marché théorique. Pourquoi théorique? Ça, c'est dans les calculs. Quand on fait la recherche commerciale, l'étude de marché, on dit que si on a eu tant, ça, c'est ce qu'on veut avoir. Le marché potentiel, c'est le marché qu'on compte avoir, l'ensemble des clients qu'on compte obtenir. Maintenant, quand on exerce réellement, il y a ceux qui viennent acheter, qui deviennent le marché réel. D'accord? Voilà. Ça se comprend? Voilà. Sabine, est-ce qu'elle est encore là? Joël, c'est bon? Bien. Elle a répondu quoi? Sabine dit quoi? Sabine pas encore. Donc, quand je prends le marché réel, c'est l'ensemble des clients de l'entreprise plus les clients de la concurrence. C'est ce qui donne le marché réel ou le marché actuel de la profession. Donc, quand je prends Sabine me reçoit. Sabine me reçoit. Quand je prends le cas de Yahoo que j'ai pris pour expliquer à Sabine, Sabine a ses clients et puis les clients des autres personnes qui vendent du Yahoo là, qui achètent réellement les Yahoo des autres personnes là. C'est l'ensemble de ces clients là qu'on appelle marché réel ou marché actuel de la profession. Donc c'est bon Joël. Bien. Oui, il y a un bruit, Il y a écho, voilà. Il y a écho. Parce que quand je parle, ça revient ici et ça rend la chose encore plus lourde. Donc, ces détails-là vont suivre. On va aller. Viens voir quelque chose. On va aller à la page suivante pour expliquer maintenant en détail ce que nous sommes en train de voir sur le
schéma ici. Sabine est partie. Allô, Sabine? Elle dort, elle ne reçoit plus. Allô, Sabine? Pays. Je veux basculer. Il fait quoi? Je vais passer à l'autre diapo là. Une flèche me donnait là-bas. Faut changer là-bas. Allô, Sabine? Nina Djibriji. Nina est là, Nina on me reçoit bien. Oui, Sabine, dès qu'elle ne me reçoit plus. Donc, je lui ai écrit, mais bon, elle ne fait pas aussi de retour. Sabine, a quitté la conférence. Elle est déconnectée. Bien. Donc, regardez un peu. Sur l'écran, c'est mis 1, la population totale. Joël, tu vois l'écran? Joël, tu vois l'écran? Nina, c'est bon à ton niveau? Joël, ok. Sabine déconnectée, je la vois plus. Ahmed Soumaoro, tu as l'écran devant toi? Tu vois. Tu as du mal à vous entendre. Ah, ok. On m'a dit qu'il a du mal à m'entendre. Donc, quand je prends la population totale, Oui, je vois ici, ils ont écrit. donc au niveau de la population totale, on dit que la population totale est constituée du nombre total de personnes qui habitent ou vivent la zone objet de l'étude. Vous voyez, non? La zone objet de l'étude, c'est-à-dire quoi? J'ai fait l'étude au niveau d'Abidjan. Donc, Abidjan est la zone objet de l'étude. Donc, la population totale, c'est la population abidjanaise. C'est bon? Voilà. Ensuite, nous avons le marché des non-consommateurs. Au niveau du marché des non-consommateurs, nous avons deux types de non-consommateurs qu'on va expliquer tout à l'heure. On dit que ce sont ceux qui ne consomment pas le produit. Ce sont ceux qui ne consomment pas le produit, c'est bon, au moment de l'étude. Pendant que nous réalisons l'étude, ces personnes-là ne consomment pas le produit. C'est bon? Voilà. Donc, c'est bon, Sabine? Donc, au moment que nous réalisons l'étude, ces personnes-là ne consomment pas le produit. C'est cela qu'on appelle le marché des non-consommateurs. D'accord? Et dans ce groupe, nous avons les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire ceux qui pourraient consommer le produit plus tard et ceux qui ne vont jamais consommer le produit, qu'on appelle les non-consommateurs absolus. Et quand vous regardez au niveau du graphique, vers la fin, il y a des non-consommateurs absolus. C'est bon? Maintenant, le marché actuel de l'entreprise, en abrégé MAE. C'est bon? Ce marché constitue l'ensemble des personnes qui achètent ou consomment actuellement les produits de l'entreprise. C'est-à-dire, pendant que nous réalisons l'étude, à cet instant précis, les personnes qui consomment les produits de l'entreprise ou qui achètent les produits de l'entreprise sont appelés marché actuel de l'entreprise.
Au moment où nous réalisons l'étude, nous faisons l'étude de marché. C'est bon? Bien. Et puis, le marché actuel de la concurrence est constitué de l'ensemble des personnes qui achètent ou consomment les produits de la concurrence. Au moment où nous réalisons l'étude, dans la zone d'étude considérée. Voilà. Donc, quand je prends la population abidjanaise, le marché actuel de la concurrence, c'est la population abidjanaise qui consomme les produits de la concurrence. Les produits autres que moi, mes produits. C'est bon? Bien. Là, c'est pas sur les parties. Mauro, Joël, et là, sur Mauro. Oui. Mais il m'avait dit qu'il ne recevait pas. Bien. Je l'ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. Est-ce que j'ai fait? Je l'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Il est en train d'écrire. Ok. Sabine aussi, elle a envoyé un message, mais elle ne m'a pas répondu. Elle-même, je ne sais pas. Donc, voilà un peu au niveau des marchés. Il reçoit maintenant. Ok, c'est bon. Donc, quand je passe le marché actuel de la profession, ça fait le marché actuel de la concurrence, plus le marché actuel de l'entreprise. Ce marché constitue l'ensemble des personnes qui achètent ou consomment actuellement ou alors réellement les produits de toutes les entreprises du marché. D'accord? Donc, toutes les entreprises qui exercent dans le même domaine que moi, au moment où j'ai fait l'étude, les clients qui achètent les produits de toutes ces entreprises-là, y compris moi, mon entreprise, forment le marché actuel de la profession. C'est bon, Sabine, elle ne me répond pas toujours. Ou bien elle ne me reçoit pas. Sabine, ça va? Ok, merci. Je vous reçois maintenant. Amen, oui, ok. Ok, c'est bon. Bien. Et ensuite, nous avons le marché théorique ou marché potentiel de l'entreprise, qui fait le marché actuel de la profession, plus les marchés des non-consommateurs relatifs. MNCR, marché des non-consommateurs relatifs. Donc, quand je prends le marché des non-consommateurs relatifs plus le marché de la profession, ça donne le marché potentiel ou alors le marché théorique de l'entreprise ou aussi le marché théorique de la profession. Alors, comment ça se passe? C'est bon? Tout le monde comprend ça? Amen. Il a répondu. Oui, ça va. Ok. Bien. Donc, on dit ce marché, c'est-à-dire le marché théorique ou potentiel de l'entreprise, est constitué de l'ensemble des personnes qui achètent ou consomment actuellement un produit ou des personnes qui pourraient des personnes qui pourraient le consommer plus tard. D'accord? C'est ceux qui achètent et ceux qui pourraient acheter plus tard à la fois qui donnent le marché potentiel ou le marché théorique. C'est-à-dire au moment où nous réalisons l'étude, d'accord, si je prends la population abidjanaise comme objet de l'étude, des personnes vivant à Abidjan qui consomment mes produits et des personnes vivant à Abidjan qui pourraient consommer mon produit plus tard, mis ensemble, me donnent le marché potentiel. C'est bon? C'est-à-dire qu'au niveau de l'enquête, on leur pose la question, pourquoi ne consommez pas vous les produits que je mets sur le marché? Ils peuvent vous dire qu'ils ne consomment pas pour des raisons financières ou bien ils n'ont pas encore pris connaissance du produit, ils ne savent pas que le produit existe ou bien les points de vente sont très éloignés de leur lieu d'habitation, ainsi de suite. On peut leur demander dans l'enquête, est-ce que si on rapproche les points de vente ou bien si vous arrivez à distinguer nos produits, est-ce que vous pouvez les consommer d'un moment à l'autre? Ils répondent oui. On va cocher. Et c'est quand on retourne en entreprise pour faire le traitement des informations qu'on a recueillies sur le marché
qu'on dénomme que tel nombre de personnes pourraient acheter notre produit d'un moment à l'autre, si les conditions leur sont offertes. En ce moment, si j'ai par exemple 50 clients, 50 habitants, d'accord, vivant à Abidjan, qui consomment déjà mon produit, ces 50 personnes-là font partie de mon marché réel, que j'appelle marché actuel. Maintenant, ceux que j'ai interrogés et qui m'ont dit qu'ils pourront acheter le produit d'un moment à l'autre, s'ils sont 100, donc je prends les 50 plus les 100, mis ensemble, ça donne le marché potentiel, ce que je pourrais avoir plus tard, dans le futur. On se comprend? Voilà comment il faut définir le marché potentiel de l'entreprise. D'accord? Donc quand je parle aussi du marché potentiel de la profession, c'est les clients, l'ensemble des clients qui achètent réellement les produits de toutes les entreprises qui exercent dans le même domaine au moment où je réalise l'étude, et l'ensemble des personnes qui souhaitent acheter le produit plus tard, les produits de toutes les entreprises plus tard mis ensemble, comme il s'agit de toutes les entreprises maintenant, ça fait marché potentiel de la profession. C'est pas la même méthode de calcul. Seulement s'il s'agit de moi, mon entreprise seule, je prends les clients qui achètent moi sur mes produits, plus les clients qui voudraient acheter plus tard. Ça fait marché potentiel de l'entreprise pour moi seul. Mais si je prends l'ensemble des entreprises qui fabriquent pratiquement les mêmes produits, je prends l'ensemble des clients qui achètent réellement et l'ensemble des clients qui voudraient acheter plus tard, ça fait marché potentiel de la profession. C'est bon, tout le monde comprend ça comme ça, hein? Sabine, Joël, c'est bon? Sabine, c'est bon, hein? Joël, c'est bon? Ok. J'ai interrogé Florence Carpo, c'est toi, non? Il y a Nina. Voilà, je vois. Emma, tu comprends mieux? C'est bon? Je vais essayer de m'écrire. Bien. Attention avec tout. Quand je pense qu'il va tout blanc. C'est bon? Oui, c'est bon que également. Ok. C'est bon pour lui également. Bien. Maintenant, regardez un peu. Le 7e élément parle du marché potentiel de manière générale. On va définir ce que c'est que le marché potentiel de manière générale. Le marché potentiel, d'accord? On dit que ce marché renvoie essentiellement à ce à quoi l'entreprise peut espérer avoir dans une situation de concurrence. Ça, c'est de manière potentielle. Il s'agit donc du marché actuel de l'entreprise et du marché des non-consommateurs relatifs et une partie des clients de la concurrence. Donc, de manière potentielle, au moment où on a fini de réaliser l'étude, on se dit qu'on a tel nombre de clients. C'est bon? Donc, de manière potentielle, on veut prendre une partie des clients de la concurrence. Donc, il faut côtoyer les clients de la concurrence pour pouvoir les capter un peu. Et puis, il faut en même temps lutter pour capter une partie des clients qui n'ont pas encore acheté ces produits-là. Donc, ça forme de manière générale ce qu'on appelle un marché potentiel. C'est bon? Voilà comment ça se passe. J'espère que c'est clair, hein? Ok. Bien.